Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors cette semaine, fini les Lucie de Luc Besson, fini tous ces films un petit peu déviants. Enfin, il y en aura peut-être d'autres la prochaine fois, mais vous verrez arriver ça. Mais on revient en fait avec un film dans l'ADN de Stéroïdes. En fait, on revient avec Haute Sécurité de John Flynn avec Sylvester Stallone. Et je suis avec mon ami Arnaud Bordas pour en parler. Salut Arnaud. Salut Steph. En duplex. En direct de Nice. En direct de Nice, donc c'est pour ça qu'il y a un décalage. Voilà. Voilà, je suis à la plage là en plus. Hein. Ah bah voilà, on entend les vagues, on entend les mouettes. Mais Haute Sécurité, c'est un film qu'on aime bien, Arnaud, hein, je pense qu'il faut le préciser, quoi. C'est un film oui, clairement, qui se prend pas la tête. Voilà. Donc je te laisse pitcher le film. Ouais. Je te laisse expliquer de quoi ça parle. Ok, alors c'est un film de prison, hein, un bon film de tôle, comme tu aimes un bon film de tôle. Entendre dire. Donc c'est un film de prison qui est plus ou moins inspiré d'une histoire vraie, hein, l'histoire de Frank Leone qui a vraiment existé donc, et qui est donc interprété par Stallone et qui au début du film est un gars relativement tranquille, il est garagiste, il a une petite nana, tout ça, et il plonge pour une faute un peu vénielle, et il retourne en prison parce qu'il a déjà fait de la prison par le passé, et en fait il se retrouve dans la prison qui est tenue par un directeur, la Drumgoole, c'est son nom, qui est incarné par Donald Sutherland. Voilà, je l'ai bien prononcé. T'as décidé de le prononcer correctement parce que sinon tu l'appelles comment? Sutherland. Sutherland, ouais. Voilà. Sutherland. Ok, ouais. D'accord. Sutherland. Donc de la Sutherland. Donald Sutherland, ok, donc et qui interprète Drumgoole. Ouais. Un gros salaud en plus. Hein. Ah ouais, c'est une bonne grosse ordure là, sans aucune nuance, quoi, comme on les aime bien. C'est-à-dire, donc lui, c'est un directeur de prison professionnel, hein, qui a fait ça toute sa vie. Et en fait, dans sa précédente, la précédente prison qu'il dirigeait, il avait eu affaire déjà à Léon comme prisonnier. Et Léon s'était évadé juste pour aller dire au revoir à son père qui était mourant. Mais du coup, cette évasion avait pesé sur le CV de Drumgoole, et Drumgoole s'était retrouvé rétrogradé dans une prison pas possible, là, qui est un peu décrit dans le film comme la pire prison des États-Unis, quoi. Et donc évidemment le fait d'avoir Léon dans ses prisonniers, il va en profiter, c'est d'ailleurs même lui qui l'a fait venir, hein, il y a un transfert au début du film, il va en profiter pour organiser sa vengeance et faire payer à Léon on va dire la manière dont sa carrière a capoté, quoi. Voilà, en gros c'est ça le pitch. Haute Sécurité, c'est un film de 1989. Alors c'est un petit peu particulier à ce moment-là dans la carrière de Stallone parce qu'il nous avait pas habitués justement à des films on va dire à teneur humaniste à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il sortait de Rambo 3, hein, qui s'était en plus pris une volée de bois vert en fait à l'époque déjà au box-office parce que c'était pas attendu qu'il fasse aussi peu finalement pour un film qui avait coûté aussi cher, et notamment par rapport au succès monstrueux de Rambo 2, par rapport à la Rambo Mania. Mais il sortait aussi de films que moi personnellement j'aime beaucoup, hein, comme Cobra et ce genre de choses, quoi, mais qui étaient des films clairement, enfin c'était moi ce que j'appelle sa période Brigitte Nielsen, quoi, c'est-à-dire vraiment il touchait plus terre, il avait un melon pas possible, et effectivement après Over the Top, Cobra, Rocky 4, Rambo 2, Rambo 3, Haute Sécurité, c'est vraiment un film simple, modeste. Alors, on n'en entendait pas moins de la part d'un John Flynn, hein, mais de la part de Stallone, c'était un peu plus étonnant à ce moment-là. En fait, il revient un petit peu à la source de son cinéma, de ce pourquoi il a été connu, hein, c'est-à-dire les premiers Rocky, les Faucons de la nuit, ce genre de choses, en fait, la taverne de l'enfer, quoi. Stallone à visage humain, quoi. On peut clairement dire ça. Moi, je sais que je me rappelle très bien qu'à l'époque, en tant que spectateur, tu vois, j'allais voir les Stallone, j'aimais beaucoup Stallone, j'allais voir ses films en salle, et c'est vrai que ça m'avait fait l'effet un peu d'un vent de fraîcheur, ce film, parce que on s'éloignait un petit peu des délires mégalos précédents, et même à venir, hein, parce que juste après, il a enchaîné sur Tango et Cash, hein, et il y avait une manière de retourner à son statut de héros de la rue, quoi, tu vois, quoi, avec un personnage assez humble,
et assez touchant, qui était payante. Et puis à l'intérieur d'un film qui correspondait à ça aussi, c'est-à-dire un film, évidemment, t'as cité John Flynn, et je pense que le film lui doit beaucoup, mais un film qui la ramène pas, tu vois, qui va droit au but, qui sert avant tout l'histoire de son personnage principal, même si on va pas faire passer le film pour ce qui n'est pas, hein, tu vois, c'est pas non plus du Shakespeare, hein, tu vois, quoi. Mais C'est pas la question. Non, mais je veux dire par là, c'est un film qui ne se prive pas d'effets non plus, y compris dans sa mise en scène, hein. On en reparlera peut-être après, mais la manière dont Drumgoole est dépeint, tu vois, on peut pas dire que ça soit très subtil, tu vois, la manière dont il est magnifié à l'écran, les éclairages, tout ça qui relève presque du film d'horreur, tu vois, voilà, mais c'est pour ça qu'on aime John Flynn, tu vois, c'est parce que c'est quelqu'un qui en fait ne dévie pas de ce qu'il compte dès le départ attribuer à l'histoire qu'il traite, quoi, tu vois, quoi. C'est-à-dire il la traite jusqu'au bout et il sert avant tout, il est avant tout au service de ça. Donc ouais, non, ça faisait plaisir de revoir Stallone dans un film comme ça, mais de toute façon c'est dans toute sa carrière, hein, tu vois, il a toujours été comme ça, Stallone, à évoluer un peu entre les deux versants de sa personnalité. Je veux dire, peu de temps après, il y aura Rocky V qui essayait de faire ça, de faire revenir la saga vers quelque chose de plus humain aussi, tu vois. Donc, c'est une constante, hein, dans sa carrière. Quand on suit Stallone, on est habitué à voir ça, tu vois. Bah, à l'époque, c'était pas forcément, justement, on n'était pas forcément habitué. J'imagine qu'on peut considérer que pour beaucoup de gens qui ont apprécié on va dire Rocky et qui débarque avec Rocky 4 en se disant putain mais c'est la même personne, c'est le même film, c'est le même personnage, c'est très étrange, tu vois, c'est quand même deux tons complètement différents. Moi je pense que t'as pas mal de gens qui se disaient qu'il était perdu, ça y est, hein. Qu'il était parti dans ces délires de victime de la mode, on va dire, tu vois. Mais alors curieusement Steph, si on fait une petite digression sur Stallone, hein, de toute façon c'est lui la vedette du film, mais à l'aune de sa carrière, ce qui est étonnant en fait, c'est que on va dire le revival qu'il y a un peu autour de lui, tu vois, qu'il y a eu avec Expendables, ces trucs comme ça, et le culte qu'il y a vis-à-vis de ces films-là des années 80, est plus rattaché justement à ces films les plus over the top, quoi, tu vois, quoi. C'est ça qui est célébré maintenant, leur côté un peu kitsch, tout ça. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'un film comme Haute Sécurité a eu tendance un peu à disparaître, tu vois, même si c'est un film qui... Alors... Ouais. Oui, mais c'est un film qu'on peut voir, tu vois, contrairement, on avait parlé dans un épisode précédent de Retro Quest qui n'était pas facile à trouver. Haute Sécurité, il y a carrément un Blu-ray 4K, hein. Donc si vous voulez le voir en nickel chrome, voilà, ça vous pouvez, quoi. Donc c'est un film qui alors parce que Stallone oblige, je pense que voilà, Stallone c'est quelqu'un qui vend encore beaucoup de vidéos, quoi, en vidéo, et je pense que tu vois, ça doit être un mec qui cartonne sur Netflix et compagnie. Bah voilà, ces films en fait ressortent, même ces films finalement effectivement plus obscurs, parce qu'effectivement en Haute Sécurité c'est plus obscur que Cliffhanger, que je sais pas moi, tu vois, effectivement les Rocky et les Rambo et ce genre de choses, quoi. Mais c'est un film qui est à l'image de ce qu'a fait John Flynn dans sa carrière, hein. C'est-à-dire c'est des films qui la ramènent pas, c'est des petits films en général. C'est pas dans le sens où c'est pas des gros trucs, il a jamais fait du cinéma d'action épique, tu vois. John Flynn, il a même fait assez souvent des trucs qui étaient plutôt dans le registre de l'understatement, quoi, tu vois, quoi, des trucs comme échec à l'organisation, des machins comme ça. Voilà, je pense que c'est aussi ça. Le film bénéficie, moi, à mon sens, de la personnalité de son metteur en scène, mais c'est peut-être aussi ça qui fait que le film est moins populaire que d'autres titres plus flamboyants de l'époque, quoi. Bah moi j'avais fait un podcast avec Rafik sur Sans Retour et Walter Hill notamment, et je disais dans ce podcast là que Walter Hill c'était un peu un cinéaste que j'aimais bien parce que c'était un cinéaste qui se prenait pas trop le chou, en tout cas qui te prenait pas le chou avec ce qu'il faisait, quoi. Et John Flynn il est un peu dans cette configuration aussi. D'ailleurs c'est marrant, il y a pas mal de gens qui nous ont demandé, quand on lit les commentaires, il y a des gens qui nous ont demandé de faire un truc sur John Flynn, etc., etc. Donc là on touche un petit peu ça du doigt, hein, avec Haute Sécurité, mais on pourrait parler d'autres films, hein, Rolling Thunder par exemple, The Outfit, hein, donc tu as cité, Échec à l'organisation, même j'ai envie de dire Justice Sauvage, que moi j'aime beaucoup, voilà, avec Steven, qui est même, pour moi le meilleur, et là je le dis sans ironie, hein, le meilleur Steven, hein. Mais ta vie que Steven n'a pas tout à fait fait exprès.
de faire un film de cette qualité, quoi. Pacte Mais, avec un tueur aussi, avec James Woods et Brian Denny. Voilà, Après, voilà. je pense que... Non, c'est un gars solide, quoi. C'est vraiment un réalisateur solide et qui, je pense, effectivement, n'a pas vraiment fait une carrière à la hauteur de son talent parce que, justement, il a un fonctionnement assez modeste. Voilà. Mais il a quand même, par exemple, il a eu le droit à une rétrospective, alors après sa mort, hein, parce qu'il est mort en 2007, mais il a eu le droit à une rétrospective à la Cinémathèque française. Ouais, il y a exemple, ce genre de quelques années, choses, quoi. je crois que c'était en 2013 ou 2014 peut-être, je sais plus. Et ça, c'était très étonnant. Et je pense que c'est du fait, le connaissant un petit peu du sélectionneur. Hein, Jean-François Roger. Jean-François Roger, voilà, qui Ouais, aime bien beaucoup sûr. John Flynn. Mais ça, c'était top parce que c'est vrai que quand on voyait ça, on se disait, ah bon, rétrospective John Flynn à la Cinémathèque et tout. Et je pense qu'auprès, en tout cas, de toute une frange de cinéphiles français, ça a participé à anoblir un peu son travail qui était pas forcément reconnu à sa juste valeur, quoi. Alors, on va revenir aussi sur Haute Sécurité. Alors, malgré tout, en fait, alors c'est un film qui tient assez bien la route. Hein, et je trouve qu'il y a un petit peu moins quand même, comment dire, il y a quand même quelques petits problèmes d'écriture ici et là, hein, à mon sens. Hein. C'est moins solide, je trouve, qu'évidemment un Rocky ou même La Taverne de l'Enfer, hein, par certains côtés. En tout cas, sur le papier, j'entends. Hein. Voilà, et c'est un film qui s'est lancé aussi très très vite. Parce que c'est ce qu'expliquait justement John Flynn. À un moment donné, en fait, c'est un film qui s'est fait très très vite. Ils ont tourné, je crois, au début de l'année 89 pour le sortir finalement dans l'été, quoi. Ça a d'ailleurs été le cas aussi plus tard de Tango et Cash, hein, avec Stallone. Qui a été fait très très vite, dans la douleur et qui est sorti à peine terminé, quoi. Et là, en fait, l'une des raisons, c'est que Stallone était quand même, malgré tout, malgré l'échec de Rambo 3 à l'époque, malgré l'échec de Over the Top, l'une des plus grosses stars des années 80. Hein. Et en fait, il avait ce qu'on appelle des fenêtres, en fait, c'est-à-dire de disponibilité. Et il fallait tourner le film le plus vite possible quand Stallone était disponible. Et voilà. Et je pense en fait que c'est un film, et ça se sent, je sais pas ce que t'en penses toi aussi, parce que c'est pas officiel ça, hein, mais on sent que c'est un film que Stallone a quand même retouché aussi. Il faut dire que Stallone à l'époque, hein, encore plus qu'aujourd'hui, en fait contrôlait beaucoup les films qu'il tournait, quoi. Peut-être pas forcément uniquement la production, mais vraiment en fait il s'inscrivait dans le processus de réécriture des films en fait pour les tailler sur sa personnalité. Et en fait ça se sent, je trouve, en fait dans ce film là ça se sent que il a réécrit des séquences en fait pour déjà en réaction peut-être à sa persona de Rambo. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quand même un film où il en prend plein la gueule, hein, dans celui-là, contrairement à... C'est quelque chose qu'on lui a reproché, même si dans l'absolu, dans Rambo, il s'en prend plein la gueule aussi, hein, dans les 3 Rambo, les 3 premiers. Mais en fait, tu sens que c'est un truc, il y a notamment cette scène de football américain où il se fait littéralement défoncer par Sonny Landham. Voilà, c'est des trucs où tu sens que... Sans aucune doublure et sans aucun cascadeur, hein, la scène, faut le dire quand même. Voilà, c'est ça. Et il a pris cher, quoi, tu vois. Donc en gros... on sent que en fait il y a dans ce film, je sais pas ce que tu en penses, hein, l'idée de faire quand même un peu aussi acte de repentance vis-à-vis de ce qu'il a pu faire comme film auparavant, quoi. Des trucs où il était un peu intouchable. On sent que les bides en fait l'ont un petit peu l'ont rendu un peu plus modeste. Ouais, et puis je pense qu'il y a toujours chez Stallone une conscience assez aiguë de ça, c'est-à-dire de ses propres fêlures humaines et de ce qu'il peut en faire à l'écran, quoi, tu vois, quoi. Je pense qu'il est conscient que ça fait partie de son identité de star, hein, je sais pas, mais tu vois, par exemple, pour prendre son grand rival à l'époque, tu vois, Schwarzenegger, lui, il jouait beaucoup sur cette image de monolithe qui avance et qui déblaye tout, tu vois. Intouchable. Voilà, le Terminator, quoi, tu vois. Et bon, et de toute manière, c'était un nettement moins bon acteur, quoi, tu vois, Schwarzenegger. Stallone, d'ailleurs, John Flynn l'a dit, hein, à plusieurs reprises. Il a dit que c'était sans doute un des acteurs les plus sous-estimés de sa génération, tu vois, quoi, Stallone, et que c'était un mec qui était capable de grandes choses sur un plateau, quoi, tu vois, quoi. Donc je pense qu'il a jamais perdu le fil. Tu le vois dans toute sa carrière quand il fait un truc comme Copland, tu vois, tout ça. C'est quelqu'un qui renoue assez régulièrement, ce que je disais un peu tout à l'heure déjà, hein, mais renoue assez régulièrement avec cet homme de la rue, avec ses origines, parce qu'il sait que ça plaît aux spectateurs et il sait que ça fait partie de son ADN, quoi. Et
Ah bon, on va peut-être un petit peu parler de manière générale du film, hein. C'est un film qui joue pas mal quand même avec les codes de films de prison, Mhm. tels qu'on les connaît, parce que c'est un sous-genre en soi, hein, on va dire. Ah, ouais, ouais. Euh, alors moi je trouve que c'est fait partie des petits, entre guillemets, des petits soucis du film, on va dire. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a cet attachement à un personnage, je trouve, on en avait parlé quand on a revu le film tous les deux à part, quoi, en antenne. Mais moi j'ai un petit problème avec un personnage qui est quand même censé être le cœur du film, en fait, et je trouve qu'il est. C'est un personnage en fait de jeune prisonnier que Stallone prend sous son aile. Ça aussi c'est une constante hein, du film de prison et auquel il va servir un petit peu de mentor pour lui apprendre comment se Voilà. débrouiller dans l'enfer de la prison quoi, tu vois. Voilà. Ouais, le mec s'appelle First Days. Voilà. C'est-à-dire, voilà, il est interprété par un acteur, ma foi, inconnu au bataillon, à part ce film-là, hein, Larry Romano, quoi. Apparemment, il apparaît dans The Irishman, dans Donnie Brasco, donc Sleepers, donc il a joué dans pas mal de films comme ça, un peu, je pense, l'italo-américain de circonstances, on va dire, et c'est un peu ce qu'il joue d'ailleurs dans celui-là aussi, quoi. Mais justement, la problématique que moi j'ai avec ce petit personnage-là, c'est que en fait, c'est un personnage qui est censé être le cœur émotionnel du film, celui qui fait ripper Stallone, en fait, parce que justement, tout le principe en fait du film, c'est que comme il reste 6 mois à tirer pour Stallone, avant de pouvoir retrouver la liberté, en fait, et qu'il est en enfer, en gros, hein, chez Drumgoole, toute l'idée, en fait, c'est de trouver un moyen de le faire basculer pour qu'il fasse perpète, voire qu'il se fasse tuer, en fait, hein. C'est la vengeance que Drumgoole veut obtenir. Et en gros, ils vont se servir de ce personnage-là pour briser Stallone. Et j'ai toujours trouvé que l'attachement à ce personnage-là était finalement assez étrange, un peu artificiel. Déjà, je trouve que l'acteur est pas super bon, je trouve, dans le rôle, quoi. Et en plus, je trouve que le personnage est un peu idiot. Il y a cette scène, il y a une scène qui est une scène clé hein, dans le film, qui est la scène où il répare la bagnole. D'un seul coup, et je comprends en fait sur le papier le principe de la scène, c'est-à-dire que en se jetant en fait dans l'idée de réparer la bagnole, en fait, c'était le symbole qui les rattache à l'extérieur, quoi, à la liberté. Ils s'imaginent en train comment dire, de conduire dans Las Vegas libre, à draguer les nanas, à jouer, etc., avec la bagnole, quoi, comme une bande de potes. Et en fait, le mec se prend au jeu et d'un seul coup, il sort la bagnole et il la balance sur le terrain, en fait. Et c'était un petit secret, Oui, il fallait pas savoir il que sort la du bagnole était en garage train de... et il roule avec dans la prison, notamment sur le terrain de football, avec les gardes qui lui tirent dessus. Ouais, c'est et ça. tout, quoi. C'est ça. Et d'un seul coup, en fait, ils utilisent ce personnage-là et ce truc, en fait, pour briser Stallone et le faire ripper, en fait, et le faire partir dans, comment dire, dans la volonté de s'évader, quoi, en fait. Et donc, pour Drumgoole, l'idée, c'est de le rattraper, quoi. Et je trouve que, justement, en fait, ça fait partie des trucs qui font que... mais bon, je pense que c'est aussi la façon dont le film a été conçu, hein, c'est-à-dire comme c'est un film qui a été fait très vite, avec beaucoup de problèmes de scénario. Au scénario, il y a Jeb Stewart, qui était un des scénaristes de Die Hard, hein, qui avait notamment bossé, parce que le producteur, c'est Lawrence Gordon, qui est aussi un des producteurs de Die Hard. Puis qui est un des producteurs il a souvent travaillé avec John Flynn. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que là, je fais l'association entre Jeb Stewart et Lawrence Gordon, et c'est un film qui a été fait juste après Die Hard. Donc, en fait, Jeb Stewart était assez bankable, en fait, à l'époque, on va dire. Ouais, c'est un film qui a été écrit au jour le jour. Hein. Oui, c'est ça. Et en fait, même John Flynn le disait, d'ailleurs. Il disait, en gros, dès que j'avais besoin d'une ligne de dialogue supplémentaire, j'allais voir Stallone parce que c'est un écrivain, enfin, c'est un scénariste, Ouais. et en fait, il savait comment réparer ces trucs-là. Mais c'est un film, je crois qu'ils ont commencé, le scénario n'était pas terminé. Hein. Il y a des moments, Flynn il racontait qu'il s'asseyait avec Stallone dans la cour de la prison avec les autres prisonniers, parce que c'est tourné dans une vraie prison avec des vrais prisonniers, hein, ça il faut le dire aussi dans les figurants. C'est ça qui est important Voilà. à préciser, parce que c'est du coup, ça donne un surplus de réalité, on va dire, au film. Là où, par exemple, dans l'écriture, des fois, ça se perd un petit peu, parce que tu sens que il y a un côté un petit peu, j'aime pas utiliser ce terme, mais hollywoodien, on va dire, quoi. En tout cas, en rapport aux autres films de John Flynn qui étaient un peu plus crus, quoi. Mais ça, ouais, voilà, c'est donc Flynn, il racontait qu'il prenait des pauses comme ça avec Stallone et les autres prisonniers à discuter, quoi, parce qu'ils attendaient les pages du scénario. Quoi. Donc c'est vrai que à l'arrivée, il y a toujours des retombées là-dessus, même si John Flynn avait suffisamment de métier pour pouvoir rattraper tout ça, je pense aussi qu'il y avait la force du cadre offert par le genre du film de prison, tu vois, parce que c'est un genre très codé, le film de prison.
qui est dramatiquement assez fort et intense, parce que c'est comme la tragédie classique, tu vois, en général, il y a unité de temps, unité de lieu, unité d'action, donc ça resserre les enjeux, ça dégage des types assez forts, tu vois, et qui ont des origines comme ça dans l'histoire du cinéma. Je veux dire, le personnage de Frank McRae, là, qui s'appelle Eclipse, là, qui est génial, là, c'est un grand noir de 2 mètres de haut, là, qui aide Stallone à fabriquer la voiture dont tu parlais tout à l'heure, et ça, c'est un personnage un petit peu de prisonnier institutionnalisé, tu vois, pour reprendre l'expression qu'il y avait dans Les Évadés de Frank Darabont, et il y a souvent des personnages comme ça, le petit jeune dont tu parlais tout à l'heure, First Base, qui est le fils spirituel du héros aussi, le grand méchant qui est joué par Sonny Landham, là, qui avait joué dans Oui, dans Predator. Mais généralement, en fait, ces personnages, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, justement, ils arrivent à les humaniser, et c'est là où je trouve que, en fait, le raté, c'est sur le personnage de Larry Romano, quoi. C'est-à-dire que, en fait, même par exemple, le gardien, en fait, le maton, hein, qui est interprété par John Amos, là, qui est un des futurs méchants de Die Hard 2, notamment. De 58 minutes pour vivre, bah, ce personnage-là, tu vois, même avec un détour d'une phrase, tu vois, le personnage fonctionne humainement, c'est-à-dire que c'est pas le grand salaud, le grand antagoniste qu'on pourrait s'attendre, en fait. Il y a, mais y compris jusqu'à la fin, ce qui va me manquer, c'est votre incroyable sourire, tu vois, voilà. Ouais, oui, c'est un personnage un comme petit ça peu psychorigide, mais qui reste juste, quoi. Voilà, c'est ça. Les deux, pour moi, les deux persos, en fait, qui manquent justement un peu de cette dose d'humanité, ou en tout cas, on va dire que ça sent un petit peu trop les obligations ou les clichés du genre, tu vois. C'est donc Larry Romano, puis aussi le personnage féminin, quoi, la nana de Stallone, en fait, qui est interprétée par Darlene Flugel, qui était l'indique dans Police fédérale Los Angeles. Et je trouve que c'est pareil, c'est un truc, c'est un peu, ça, c'est plus que classique. C'est-à-dire que c'est un film classique haute sécurité, hein, faut le dire, quoi. Mais c'est aussi un film habité, mine de rien. Et c'est ça aussi qui fait la grosse différence, sauf sur ces deux petits passages, je trouve un petit peu moins traités que le reste, quoi. Après, ça reste. Alors, il y a un autre plaisir, je sais pas pour toi, hein, mais on les a un petit peu cités, mais il y a un plaisir de trogne, hein, là-dedans, quoi. C'est-à-dire que t'as cité Frank McRae, Sonny Landham, on parlait de John Amos, évidemment, il y a Donald Sutherland, quoi. Mais Tom Sizemore, dont c'était le premier rôle. Tom Sizemore, quoi, qui finalement a donné pas mal le là sur sa personnalité au cinéma, hein. Le mec un peu borderline, un peu tangent, quoi. T'as pas mal de trognes aussi dans, on va dire, il y a cet acteur là, même si la plupart sont des vrais prisonniers, quoi. Ouais, voilà, ouais, ça c'est important aussi. Mais il y a aussi cet acteur là qui joue l'un des principaux matons, Jordan Lund, là, qui est un gars très grand, mais avec une tête. Enfin, c'est sa manière de jouer aussi dans le film, quoi. Hein. Mais je veux dire, alors lui, pour le coup, il n'a pas de nuance, contrairement au personnage de John Amos. Et c'est l'enflure ultime, quoi. Le mec, t'as vraiment envie t'as qu'une envie, c'est que Stallone le plante pendant tout le film, quoi. Mais ouais, du coup, ça fait une belle galerie de trognes, et qui viennent s'inclure avec bonheur dans les visages et les silhouettes qui peuplent le film, parce qu'effectivement, ça, je pense que c'est un parti pris qu'avait Flynn dès le départ, hein. Oui, je crois même qu'il en avait parlé, c'était de tourner ça dans une vraie prison, avec des vrais prisonniers. Et forcément, bah, non seulement ça augmente le réalisme, mais en plus, je pense que c'est très utile pour les acteurs, parce qu'il y a toujours une notion de danger là-dedans. Alors, je crois que c'est Flynn qui racontait que Stallone avait mené ça très bien, qu'il arrivait à provoquer beaucoup de sympathie chez les prisonniers qui jouaient avec lui, quoi. Mais c'est pas forcément évident pour des stars ou même des acteurs lambda de devoir tourner avec des meurtriers, des violeurs, des pilleurs de banque, tu vois, c'est pas évident, hein. Mais d'ailleurs, et c'est marrant parce qu'il intègre en fait certaines de ces règles de prison, en fait, dans le récit, en fait. C'est-à-dire que le personnage de Stallone,
comme c'est un peu pas vraiment un vrai criminel et qu'il se retrouve en face de plusieurs criminels, du coup il se retrouve à devoir intégrer les règles très très rapidement. À la base il vient d'une prison de sécurité minimum, donc ce qui est bien pensé, on va dire, c'est que ils ont intégré dans le récit ce que Stallone peut représenter en fait quand il arriverait dans un truc, dans un tel environnement en fait. Sauf qu'ils l'ont intégré dans la logique du personnage de Frank Leone, quoi, qui est entre guillemets un innocent contrairement aux autres, quoi, tu vois. Donc c'est ça qui fonctionne aussi plutôt pas mal, quoi. Et d'ailleurs le film explique très très bien les règles à suivre, les règles sociales, les règles comment dire, de conduite, et ce qui peut en fait te permettre de survivre, tu vois, dans un environnement extrêmement violent, quoi. Et dans lesquels en fait en plus certains prisonniers sont de mèche avec les matons justement pour comment dire, pour faire régner un semblant d'ordre, on va dire, dans la prison, quoi. Voilà, c'est la seule fois que Stallone et John Flynn ont tourné ensemble, d'ailleurs. Ouais. Ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que je pense que c'est un cinéaste qui aurait pu lui apporter quelque chose. Et d'ailleurs, apparemment, ils se sont plus ou moins bien entendus, hein. C'était pas... malgré, je pense, la mainmise de Stallone sur le film, hein. Ils se sont plus ou moins bien entendus, mais c'est vrai qu'après, à ce moment-là, même si le film est bon, même si il a tourné quelques trucs derrière, la vraie carrière de John Flynn, elle était un peu derrière lui quand même, quoi. Ouais, C'est-à-dire oui, c'est vrai qu'après les années 90 vont arriver, et puis il va faire de la télé, il va faire ce film d'horreur là qui est pas terrible. Brain Scan, tu vois, tout ça. Bon, après. Qui est un sous-Freddy en gros. Ouais, hein, clairement. Mais, ce qui est d'ailleurs, c'était super étonnant de le retrouver dans un truc comme ça. Ouais. Mais après, il faut dire un truc quand même sur John Flynn, c'est que c'est quelqu'un, c'est un vieux briscard à cette époque-là, hein, du cinéma hollywoodien, et c'est quelqu'un qui a toujours été habitué, et ça, dès son premier film, hein, Le Sergent, là, qui est un truc à voir avec Rod Steiger et John Philipplo, c'est quelqu'un qui a été habitué à dealer avec non seulement des stars, mais des stars assez difficiles, tu vois. Je viens de parler de Rod Steiger, mais c'était pas forcément le type le plus évident à gérer sur un plateau. Rolling Thunder, c'est pareil, il y avait Tommy Lee Jones dedans, tu vois, qui était pas forcément évident. Pacte avec un tueur, c'est James Woods et Brian Dennehy, c'était deux fortes personnalités, on va dire. Et c'est quelqu'un qui vient de l'assistanat, qui était assistant au réalisateur, qui a travaillé avec des très grands réalisateurs comme Robert Wise, John Sturges sur La Grande Évasion, donc qui était un film de Toll bardé de stars, tu vois, même si c'était un film de prison de guerre, quoi. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, avant même de commencer sa carrière de réalisateur, était habitué à côtoyer des stars, des gens avec des égos démesurés, tout ça. Donc je pense qu'il sait gérer ces gens-là. Parce qu'on va pas se leurrer, ça s'est très bien passé avec Stallone, mais Stallone, je pense qu'il faut le gérer aussi, quoi. C'est quelqu'un qui a un ego, qui le fait valoir, tout ça. Donc, surtout... Et qui a certainement des problèmes de contrôle, surtout, quoi. Voilà, c'est-à-dire que il y a une raison, on parlait de Schwarzenegger tout à l'heure, mais il y a une raison pour laquelle quelqu'un comme Schwarzenegger, qui peut avoir ses problématiques aussi de son côté, hein, d'ego, mais en fait il y a une raison pour laquelle un mec comme Schwarzenegger s'est retrouvé à travailler avec des très très grands réalisateurs, hein, comme James Cameron ou John McTiernan, plus d'une fois d'ailleurs, hein, Paul Verhoeven, mais Stallone, il a jamais eu un cinéaste de cette trempe-là, en fait, hein, ou alors c'était vraiment par accident, et là je cherche de mémoire, mais j'en ai pas, quoi. Et c'est quelqu'un, en fait, ils ont géré leur carrière de façon complètement différente. Et Stallone, il aurait jamais, tu vois, même quand Tarantino allait le chercher pour Death Proof, il a dit non. Pour Jackie Brown, il a dit non. Pour Death Proof, il a dit non. Pour Boulevard de la Mort. Donc c'est des choses, en fait, où je pense que Stallone, c'est quelqu'un qui est habitué à se servir. C'est l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et en fait, je pense qu'il est habitué à ça. Sa carrière lui a démontré ça plusieurs fois, hein, y compris avec Expendables, hein, c'est-à-dire qu'il est vraiment revenu sur le devant de la scène avec ses propres créations cinématographiques et en fait en contrôlant ces films-là, quoi. Et aujourd'hui, il a une carrière au cinéma, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il continue à sortir des films en salle, contrairement à Arnold. Donc voilà, mais c'est vrai que le prix à payer, c'est que d'un seul coup, c'est quelqu'un dont les films tiennent sur sa personnalité à lui,
plus que sur celle d'un réalisateur, comme de toute évidence c'est le cas sur Terminator ou Predator. Ouais, quoi. puis je pense que Donc, par rapport à ce que tu dis là, c'est un projet comme Haute Sécurité, ça s'incluait parfaitement là-dedans, tu vois, dans son univers, on va dire. Je parlais de ce retour un peu à l'esprit de la rue, tout ça, mais il y a même, on parlait de la scène de la bagnole, mais il y a même une musique stallonienne, on va dire, hein, avec Vehicle, la chanson de Eyes of March. Ouais. C'est vraiment une chanson à la Stallone, tu vois. Alors c'est une chanson des années 70, hein, du début des années 70, quoi. Mais c'est vraiment une chanson qui a la tonalité, les vagues de ce qu'il utilise lui-même, en fait. Et je parle pas des trucs comme Rocky 4, hein, je parle plus des trucs comme Rocky et tout ça, quoi. Mais c'est vraiment dans ce ton-là, quoi. Clairement, et puis t'as le reste de la musique, t'as Bill Conti à la musique, tu vois, qui fait partie, c'est ce que j'allais dire, quoi, tu vois, qui fait partie de l'univers stallonien, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a imposé peu à peu une sorte de trademark, là où Schwarzenegger, même s'il avait sa propre personnalité, mais il arrivait à se réinventer par le biais de grands réalisateurs, quoi, tu vois, quoi. Qui lui proposaient de faire autre chose, de renouveler son image, des trucs comme ça. Stallone, lui, il a davantage sur la longueur travaillé sur une sorte d'univers stallonien, on pourrait dire, quoi, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre les deux. Et Haute Sécurité est vraiment à l'image de ça, quoi, tu vois. C'est un film de John Flynn, mais c'est aussi un film de Stallone. Ouais. Et un bon film en tout cas. Vraiment très agréable à revoir encore aujourd'hui, qui fonctionne. Que vous pouvez trouver en Blu-ray 4K, parce que c'est sorti. Alors peut-être, je sais plus si c'est sorti chez nous, mais c'est sorti en import et de toute façon c'est pas zoné. Donc si vous êtes équipé, vous pouvez le voir comme ça. Donc voilà, écoutez, on recommande, hein, n'est-ce pas Arnaud ? Tout à fait. Et on dira, pour terminer aussi, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'était un rôle prévu pour Clint Eastwood à la base. Hein. Ah bah voilà, il faut toujours citer Clint Eastwood dès qu'on peut. Clint dans Stéroïde, toujours. Voilà, exactement, c'est notre père à tous, quoi. Voilà. Très bien. Écoutez, c'était l'info capitale, je pense, que pour terminer ce podcast. Merci Arnaud. Merci à toi, merci aux auditeurs. Voilà, et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui ont déjà donné sur le Tipeee. Si vous voulez nous soutenir, il y a une adresse, c'est tipeee.com/capturemag. Vous pouvez nous écouter les podcasts Stéroïdes, les podcasts Capture, les nouveaux podcasts en fait qui sont en ligne, comme par exemple le Com, hein, qu'on a enregistré récemment, qui est une nouveauté, quoi, sur les commentaires audio, fait d'ailleurs avec le réalisateur Léo Carman, hein, que vous pouvez écouter, vous trouver sur nos sources habituelles, donc c'est-à-dire Apple Podcast, aide-moi Arnaud, là, Deezer, Spotify, tu t'écoutes pas tout ça, tu écoutes ça sur SoundCloud, voilà. Ouais. Et puis en fait vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux habituels, hein, Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, Capture Mag, MySpace, voilà. Toi t'as toujours un MySpace, toi. CaptureMag.net, c'est le site. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine avec un film simiesque, voilà. Merci à tous, au revoir. Au revoir.